Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur notre chaîne. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires, avec des rebondissements et des personnages inoubliables, n'hésitez pas à laisser votre like et à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus fascinants, sombres et remplis de rebondissements inattendus de l'histoire médiévale. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie d'une femme qui, arrachée à l'innocence de l'enfance et jetée dans un monde de trahison, de pouvoir et de vengeance, est devenue une figure aussi redoutée que légendaire, Isabelle de France, la reine loup. Son histoire est un témoignage brutal de la façon dont les circonstances peuvent façonner une âme, transformant la victime en prédatrice. Imaginez une matinée glaciale de janvier 1308. L'air mordait la peau et le froid de la pierre du château semblait pénétrer jusqu'aux os. Une fillette d'à peine 7 ans tremblait de façon incontrôlable, non pas de froid, mais d'une peur accablante, tandis que les serviteurs, par des gestes hâtifs et des mains presque révérencieuses, ajustaient sa lourde robe de cérémonie. Le tissu doré, brodé de fils d'or et orné de bijoux scintillants, semblait écraser son corps minuscule. Des larmes silencieuses, mais abondantes, coulaient sur ses joues enfantines, tandis que sa demoiselle d'honneur, avec une expression de pitié, tentait en vain de la calmer, murmurant des mots que la petite princesse parvenait à peine à entendre à travers le voile de sa terreur. Cet enfant ne pleurait pas par caprice, ce n'était pas une crise de colère ou une fantaisie de princesse. Elle pleurait parce que, cet après-midi-là, elle serait donnée en mariage à un homme de près de 30 ans, son aîné, un étranger qu'elle connaissait à peine, un roi connu non pas pour sa sagesse ou sa bravoure, mais pour ses appétits brutaux et son indifférence aux conventions. C'était Isabelle de France, la plus jeune et unique fille du puissant roi Philippe IV, dit le Bel, et ce jour funeste marquerait le début d'un voyage qui la transformerait de victime innocente et sacrifiée en l'une des figures les plus létales et impitoyables de toute l'histoire médiévale. Son innocence était sur le point d'être sacrifiée sur l'autel de la politique royale. Le mariage entre Isabelle et Édouard II d'Angleterre ne fut pas une histoire d'amour, ni même une simple alliance politique basée sur l'honneur. Ce fut, dans son essence, la plus nue et la plus crue, une transaction commerciale brutale, bien que recouverte du vernis fin et brillant de la haute diplomatie et de la pompe royale. La France et l'Angleterre étaient dans un état de conflit presque constant, une rivalité séculaire alimentée par des disputes territoriales et le contrôle de régions riches et stratégiques. Le principal point de discorde était le contrôle de la Gascogne, une riche région productrice de vin dans le sud-ouest de la France, vitale pour les économies des deux royaumes. Pour Philippe IV, l'astucieux et calculateur roi de France, un monarque qui a façonné la politique européenne avec sa vision implacable et sa ruse, sa fille cadette n'était qu'une pièce de plus, un pion jetable sur le vaste échiquier géopolitique. Elle était une monnaie humaine, un sacrifice nécessaire pour acheter une trêve temporaire, un soulagement momentané d'une guerre coûteuse et épuisante qui vidait les coffres et le moral de son royaume. L'Angleterre recevrait une princesse de sang royal français, un symbole d'une paix fragile. La France, quant à elle, gagnerait une alliée stratégique au sein de la cour anglaise, des yeux et des oreilles précieux près du trône ennemi, une source inestimable d'informations et, qui sait, une force pour influencer les décisions du monarque anglais en faveur des intérêts français. Personne, absolument personne, ne s'est soucié de savoir ce que la petite Isabelle pensait d'être arrachée à sa famille, à sa culture et à son foyer. Personne ne s'est soucié du fait qu'elle était envoyée dans un pays étranger dont elle ne parlait même pas la langue, l'anglais. Le destin des princesses médiévales n'a jamais été en fait entre leurs propres mains. Elles naissaient comme des outils diplomatiques, des instruments aux mains des pères et des rois. Et Isabelle ne faisait pas exception. Son jeune âge et son innocence ne signifiaient rien face à la machine implacable de la politique royale et des nécessités dynastiques. La cérémonie de mariage à Boulogne fut, comme on pouvait s'y attendre, un spectacle d'ostentation, de pouvoir et de richesse. Les vêtements étaient luxueux, les bijoux scintillaient, et la noblesse européenne se réunit pour assister à l'événement.
Le roi Édouard II, alors âgé de 23 ans, était physiquement imposant, grand et musclé. Et malgré ses défauts de caractère, il était considéré comme l'un des hommes les plus audacieux de son temps. Cependant, lorsque la petite mariée entra dans la cathédrale, celui qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie était déjà souillé, marqué par un scandale latent que tout le monde commentait à voix basse, une honte publique qui humiliait la jeune princesse et toute la cour. Le roi anglais parvenait à peine à dissimuler son indifférence, son total désintérêt pour la fillette qui était désormais son épouse. Ses yeux agités et constamment distraits cherchaient dans la foule un seul et unique visage, celui de Piers Gaveston, son favori et, comme beaucoup le soupçonnaient, son amant, tandis qu'Isabelle restait debout, minuscule et fragile sous le poids de la couronne nuptiale. Édouard et Gaveston échangeaient des regards complices, des sourires voilés et des gestes qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Le manque de respect était flagrant. Des cadeaux précieux, destinés à la marier dans le cadre de la dot royale et de la tradition, furent redirigés vers Gaveston, qui les exhibait avec une arrogance insupportable et un cynisme révoltant, comme s'il voulait se moquer de la reine et de toutes les personnes présentes. L'humiliation publique de la princesse enfant ne fut que le prélude, le premier acte d'une pièce qui s'étendrait sur des années de négligence, de mépris et d'abandon total. Comme le nota un chroniqueur de l'époque, avec une pointe de tristesse et d'observation, la petite reine restait seule et silencieuse, tandis que le roi dansait toute la nuit avec son cher Piers, ignorant complètement sa jeune épouse et les devoirs qu'elle représentait. La scène était un miroir de la misère et de l'isolement qui l'attendait dans son nouveau foyer. Les premières années d'Isabelle en Angleterre furent marquées par un isolement profond, douloureux et presque insupportable. Bien qu'elle fût techniquement la reine consort, la compagne du roi, elle restait une enfant dans un pays étranger, éloignée de sa famille, de sa culture et de ses amis, dans une cour où peu parlaient sa langue maternelle, le français. Son mari la visitait rarement, préférant passer tout son temps et dilapider les ressources de la couronne, qui auraient dû être utilisées pour gouverner le royaume, avec Gaveston. Le trésor royal, le prestige de la cour, l'attention du roi, tout était détourné pour soutenir les caprices, le luxe et l'influence démesurée du favori. Gaveston, un homme d'origine modeste, fut élevé à des hauteurs inconcevables, recevant des titres de noblesse comme comte de Cornouailles, de vastes terres et le contrôle de postes clés au gouvernement, ce qui engendra une immense envie et un profond ressentiment parmi l'ancienne aristocratie anglaise. Les barons anglais, les grands nobles du royaume, initialement compatissants envers la jeune reine abandonnée, devinrent rapidement hostiles et furieux contre le favori royal. L'influence de Gaveston sur Édouard semblait n'avoir aucune limite, et les barons voyaient leur propre pouvoir diminuer et l'autorité royale être usurpée par un homme qu'ils considéraient comme un simple aventurier, un parvenu sans mérite. La cour se divisa, et la tension montait chaque jour. Le mécontentement des barons était alimenté non seulement par l'arrogance de Gaveston, mais aussi par la perception que le roi négligeait ses devoirs royaux en faveur de ses propres plaisirs et de son favori. En 1312, la tension latente et le ressentiment accumulé explosèrent en violence ouverte. Gaveston, qui avait déjà été exilé à plusieurs reprises en raison de la pression incessante des barons et qui parvenait toujours à revenir grâce à l'intercession désespérée du roi qui ne pouvait vivre sans lui, fut finalement capturé par les barons rebelles menés par le puissant et intransigeant comte de Lancaster, cousin du roi lui-même. La fureur des nobles était telle, la soif de vengeance contre le favori était si grande qu'il n'y eut ni jugement formel ni procédure légale. Gaveston fut emmené de force au sommet d'une colline isolée, à Blacklow Hill, et là, sommairement décapité. Sa tête, un trophée macabre et un avertissement sans équivoque, furent renvoyés à Londres comme une sombre et indéniable mise en garde au roi. L'influence de ses favoris avait une limite, et cette limite était la patience des barons qui avaient atteint leur point de rupture. La réaction d'Édouard à la mort de Gaveston fut celle d'un deuil effréné, un chagrin hystérique, infantile et disproportionné,
Pendant des semaines, il s'enferma dans ses appartements, refusant nourriture et toute compagnie, pleurant compulsivement son favori perdu, comme s'il avait perdu son âme même, son seul refuge. Isabelle, maintenant âgée de 12 ans et toujours une épouse de nom seulement, une figure décorative, observait la désolation et le désespoir de son mari avec un mélange de confusion enfantine et, de plus en plus, avec une compréhension amère et profonde de ce que signifiait réellement être une reine dispensable, une figure de peu de valeur dans un mariage vide et une cour indifférente. La mort de Gaveston aurait dû être le moment où le roi se serait enfin tourné vers sa jeune reine et les devoirs du royaume, écrivit un chroniqueur de l'époque, la voix étranglée par cette triste constatation. Au lieu de cela, il a remplacé un favori par un autre, encore plus préjudiciable, avide et dangereux que le premier. Ce nouveau favori était Hugues des Pensées le Jeune, un noble ambitieux, cruel et, contrairement à Gaveston, extrêmement calculateur et politiquement astucieux. Despensé s'assura rapidement le contrôle d'Édouard, instable et émotionnellement fragile. Son influence était encore plus insidieuse et étendue que celle de Gaveston, car Despenser avait une profonde compréhension de la politique anglaise et n'hésitait pas à user de son pouvoir pour accumuler des richesses et de vastes terres pour lui et sa famille, les Despenser, qui devinrent la force dominante, la faction la plus puissante et la plus corrompue de la cour royale. Il contrôlait l'accès au roi, les nominations aux postes importants et, ce qui était le plus grave, les ressources du royaume. 4 ans après la mort de Gaveston, quand Isabelle atteignit enfin l'âge traditionnellement considéré comme approprié pour consommer le mariage et remplir son devoir royal, vers 18 ans, elle avait déjà appris d'amères et inoubliables leçons sur le pouvoir, la trahison et surtout l'art cruel de la survie dans une cour perfide. Édouard, qui avait rarement montré un intérêt sincère pour son épouse, qu'il négligeait publiquement, avait maintenant désespérément besoin d'elle pour remplir son devoir dynastique le plus fondamental et le plus urgent, produire un héritier pour le trône anglais et assurer la continuité de la dynastie des Plantagenets qu'il négligeait tant. La pression était immense. Finalement, en 1316, Isabelle donna naissance à un fils, le futur Édouard III. La cour respira de soulagement. Dans les années suivantes, à la surprise et au soulagement de toute la cour, Isabelle démontrerait une surprenante capacité de fertilité, donnant au roi 3 autres enfants, Jean, Aliénor et Jeanne. Sa position à la cour semblait momentanément renforcée par son succès en tant que reproductrice royale, remplissant sa fonction primordiale de reine consort. Cependant, cette trêve et cette brève sécurité furent illusoires. Édouard retourna bientôt à ses anciennes habitudes, ce qui signifiait négliger la reine en faveur de Despenser, qui accumulait progressivement terres, titres et pouvoirs, se transformant en le véritable gouvernant derrière le trône, le roi de fait. Pendant ce temps, Isabelle, avec une patience froide et calculatrice, observait tout, apprenait les moindres détails de la politique anglaise et, surtout, attendait son tour. La patience, pour Isabelle, n'était pas seulement une vertu, c'était une arme. Si vous appréciez cette immersion dans l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne. Le point de rupture décisif, la goutte d'eau de la patience et de la dignité d'Isabelle, arriva quand Édouard et Despenser, dans leur délire de pouvoir, commencèrent à confisquer les propriétés et revenus personnels d'Isabelle, la laissant financièrement vulnérable et, ce qui était infiniment pire, publiquement humiliée devant toute la cour et le royaume. Isabelle, la reine consort, fut privée même des petites dignités et des ressources essentielles à sa position, nota un moine chroniqueur avec une désapprobation et une horreur évidente. Ses serviteurs les plus loyaux, ceux qui l'avaient accompagné depuis la France, furent renvoyés, ses bijoux les plus précieux furent confisqués et vendus pour soutenir les luxes de Despenser, et elle fut obligée de supplier, de mendier publiquement des fonds minimaux pour maintenir sa propre maison royale,
pour soutenir sa propre suite, une humiliation impensable pour toute reine. Cette humiliation finale, cette dégradation systématique de sa dignité royale, réveilla quelque chose chez la reine qui surprendrait tous ceux qui la connaissaient, y compris elle-même. La fillette effrayée, la princesse sacrifiée qui était arrivée en Angleterre des années auparavant, s'était transformée, à travers la souffrance et l'abandon, en une femme déterminée à survivre, à lutter pour son propre honneur, à se venger de tous ceux qui l'avaient outragée, coûte que coûte. L'agneau se convertissait en fait en la reine loup. Sa passivité avait disparu, et à sa place naquit une fureur froide et contrôlée. Une opportunité inattendue et providentielle se présenta en 1325 lorsque des tensions diplomatiques avec la France exigèrent des négociations délicates et urgentes. Le conflit pour la Gascogne avait de nouveau escaladé et une délégation royale était nécessaire. Isabelle, maintenant âgée de 25 ans, une femme mature, intelligente et parlant couramment les deux langues, anglais et français, s'offrit pour voyager en tant qu'émissaire royal et négocier directement avec son frère, qui était maintenant le roi de France, Charles IV. À contre-cœur, et peut-être en sous-estimant dangereusement la force de volonté et l'intelligence de son épouse, Édouard lui permit de voyager. Ce fut une erreur monumentale, une erreur qu'il paierait de la couronne et finalement de sa propre vie de manière brutale. Une fois à Paris, avec la sécurité et la liberté qu'elle n'avait jamais eue en Angleterre, Isabelle ne revint pas. Au lieu de cela, elle rencontra secrètement Roger Mortimer, un baron anglais exilé, un ennemi mortel et juré des Despencer, qui s'était échappé de la Tour de Londres lors d'une fuite audacieuse et cinématographique, devenant un symbole de résistance. Ce qui commença comme une alliance politique froide et calculée pour renverser un ennemi commun, se transforma rapidement en une romance passionnée, incendiaire et scandaleuse. Mortimer, un homme expérimenté, charismatique, politiquement astucieux et assoiffé de vengeance contre les Despencer qui l'avaient ruiné et exilé, reconnut en Isabelle une partenaire idéale, la pièce manquante à ses plans pour renverser Édouard. Pour la reine, si longtemps privée de toute affection sincère, de toute considération ou tendresse dans son mariage, Mortimer offrait non seulement la chaleur de l'amour physique, mais une opportunité irrésistible et tangible de vengeance contre le mari indifférent et son détesté favori. La reine, si longtemps agneau, se révéla louve, écrivit un chroniqueur choqué, observant la transformation drastique et étonnante d'Isabelle. À la cour française, avec le soutien de son frère et la liberté nouvellement découverte, elle abandonna complètement le rôle d'épouse soumise et adopta une nouvelle et puissante persona, celle d'une reine offensée, une femme qui avait subi des injustices et une mère préoccupée par l'avenir de son fils, le légitime héritier du trône anglais, qui était marginalisé et appauvri par les Despencer. Publiquement, elle déclara haut et fort qu'elle ne retournerait pas en Angleterre tant que les Despencer maintiendraient leur influence néfaste sur le roi et le gouvernement, transformant son absence en un acte de défi ouvert. Si vous vous sentez aussi intrigué que nous, que diriez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos? Édouard, furieux et humilié par la rébellion ouverte et éhonté de son épouse, qui était maintenant ouvertement alliée à son ennemi Mortimer, lui ordonna de retourner immédiatement en Angleterre. Quand Isabelle refusa, dans un affront direct à son autorité royale, il tenta de la forcer en utilisant son atout le plus puissant et l'amour maternel d'Isabelle comme appât, le fils du couple, le jeune prince Édouard. Le roi exigea que le jeune Édouard, alors âgé de seulement 12 ans, soit envoyé à Paris pour rendre visite à sa mère, sous prétexte de renforcer les liens familiaux. En réalité, c'était un plan astucieux et cruel pour attirer Isabelle de retour en Angleterre, croyant qu'elle ne supporterait pas d'être loin de son premier-né. Isabelle, cependant, avait appris à jouer le jeu du pouvoir avec maestria et n'était plus la jeune fille naïve qu'il connaissait et méprisait. Avec une manœuvre politique astucieuse et brillante, elle réussit à faire nommer son fils duc d'Aquitaine, un fief anglais important et lucratif en France.
Avec cette excuse légitime et incontestable, elle s'arrangea pour que le jeune prince voyage légalement en France pour rendre hommage au roi français pour ce territoire, un acte féodal standard que personne ne pouvait contester. Une fois réunie avec son fils, le légitime héritier du trône, Isabelle acheva sa transformation de victime à vengeresse, et elle tenait maintenant entre ses mains l'atout le plus puissant de tous, le futur roi. Avec l'héritier du trône sous sa garde et loin du contrôle d'Édouard, un financement substantiel de la couronne française et des mercenaires expérimentés fournis par des alliés aux Pays-Bas, elle et Mortimer préparèrent une invasion massive et méticuleusement planifiée de l'Angleterre. En septembre 1326, Isabelle retourna au pays non pas comme une reine soumise et humiliée, mais comme une conquérante à la tête d'une armée bien équipée, motivée et déterminée. Dans un tournant extraordinaire du destin, et à la surprise de beaucoup, elle fut accueillie non pas comme une envahisseuse ennemie, mais comme une libératrice par le peuple anglais lui-même. Le peuple, longtemps mécontent du règne chaotique, tyrannique et corrompu d'Édouard et de l'oppression des Despencer, embrassa la reine rebelle avec enthousiasme et espoir. Nobles et clercs, villes et villages de tout le royaume déclarèrent leur soutien à la bonne reine et au jeune prince contre le roi pervers et son tyran favori. La chute d'Édouard était imminente. Édouard et les Despencer, abandonnés par leurs quelques alliés et sans nulle part où fuir, coururent désespérément vers l'ouest, cherchant refuge dans les forteresses du pays de Galles, les dernières régions encore loyales. Mais leur fuite fut vaine. Ils furent rapidement encerclés et capturés par les forces loyales à Isabelle et Mortimer. La vengeance d'Isabelle fut rapide, implacable et choquante de brutalité, un spectacle de cruauté qui choqua même le violent Moyen-Âge. Hugues Despencer, l'homme qui avait usurpé sa position, sa dignité et une grande partie de sa fortune, fut soumis à un simulacre de procès, une farce légale où le verdict était déjà scellé, et condamné à l'une des exécutions les plus horribles et cruelles de l'histoire médiévale. Un châtiment à la hauteur de ses crimes et de la fureur de la reine qui avait accumulé des années d'humiliation. La punition commença publiquement, comme un avertissement. D'abord, il fut traîné dans les rues de Hereford, attaché à la queue de chevaux, afin que la population puisse le voir dans sa disgrâce et se moquer de lui. Ensuite, il fut pendu à une potence si haute, érigée à dessein, qu'elle pouvait être vue à des kilomètres à la ronde, une démonstration publique et terrible de sa fin. Mais la torture ne s'arrêta pas là. L'exécution fut conçue pour maximiser la souffrance. Encore conscient, il fut descendu de la potence et attaché fermement à une échelle. Son corps fut ensuite méthodiquement mutilé de manière inimaginable, dans une séquence d'horreur calculée pour infliger la plus grande douleur possible. Ses organes génitaux furent coupés et brûlés devant ses propres yeux. Ses entrailles furent arrachées de son corps alors qu'il respirait encore et incinérées. Et finalement, son cœur fut arraché et jeté aux flammes. Ce n'est qu'alors, presque mort de douleur atroce et de choc, qu'il fut décapité, libéré de son tourment. La grotesque et sadique exécution de Despencer ne fut pas un acte de colère aveugle, mais un spectacle public délibérément mis en scène pour démontrer le destin terrible de tous les traîtres et transmettre un message clair et inoubliable à tous ceux qui osaient s'opposer à la reine. La femme qui fut autrefois impuissante, la fillette humiliée et ignorée, contrôlait maintenant le pouvoir absolu de vie et de mort, et n'hésiterait pas à l'utiliser avec une cruauté sans précédent pour protéger sa position et sa vengeance. C'était un rappel brutal du nouveau pouvoir sur le trône. Si vous êtes choqué par cette brutalité, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Pour achever sa vengeance et assurer la stabilité du nouveau régime, Isabelle força Édouard à abdiquer formellement en faveur de son fils, le jeune Édouard III. Le roi déchu fut initialement maintenu dans un confort relatif, confiné au château de Kenilworth, sous la surveillance des nouveaux gouvernants. Cependant, le simple fait qu'il fût en vie représentait une menace constante.
Des tentatives de le secourir, des conspirations pour le restaurer sur le trône commencèrent à surgir. Cela conduisit à la décision de le transférer au château de Berkeley, plus sûr et plus sinistre, une forteresse plus isolée et implacable. C'est là, en septembre 1327, que se déroula l'épisode le plus sombre et le plus controversé du règne d'Isabelle, un chapitre qui entacherait sa réputation pour toujours et qui fait encore l'objet de débats aujourd'hui. Les circonstances exactes de la mort d'Édouard II restent enveloppées de mystères et de spéculations, mais la version la plus acceptée et la plus horrifiante implique un assassinat particulièrement cruel et ingénieux, conçu pour ne laisser aucune trace. Selon les récits des chroniqueurs de l'époque, les assassins, agissant probablement sous les ordres directs de Roger Mortimer et avec la connaissance tacite, sinon l'approbation explicite, d'Isabelle, insérèrent un tube de métal incandescent, peut-être une broche de fer rougie au feu, dans l'anus de l'ex-roi. Cette méthode barbare, indescriptible et odieuse avait un but précis: causer des dommages internes fatals et une mort agonisante sans laisser de marques externes visibles sur le corps, permettant ainsi d'affirmer publiquement que la mort avait été naturelle, pour éviter toute suspicion de régicide et la révolte populaire subséquente. Les cris d'agonie d'Édouard furent si terribles, si lancinants et inhumains, qu'ils purent être entendus au-delà des murs épais et impénétrables du château, résonnant dans l'obscurité de la nuit, comme le témoignage final de sa chute et de sa mort, dans une douleur indescriptible. L'homme qui avait été roi d'Angleterre, qui avait mené son pays à l'humiliante défaite de Bannockburn, qui avait préféré ses amants et favoris à sa propre épouse et aux devoirs de son royaume, mourut dans une agonie indescriptible, victime d'une vengeance orchestrée méticuleusement par la même fillette effrayée qu'il avait méprisée, négligée et humiliée publiquement pendant tant d'années de son règne. L'écho de ces cris, si les légendes sont vraies, hante encore les couloirs de Berkeley. Avec son mari mort et son fils, bien que maintenant roi, encore mineur et sous son influence, Isabelle et Mortimer gouvernèrent l'Angleterre comme régents de fait. Ils étaient les véritables détenteurs du pouvoir, jouissant d'une autorité quasi illimitée. Les amants, maintenant au sommet de leur pouvoir, ne firent aucun effort pour cacher leurs relations, vivant ouvertement dans un luxe scandaleux et affichant leur vaste richesse et leur influence. Ils s'approprièrent les propriétés et les fortunes de ceux qui furent victimes de leurs coups, accumulant une immense richesse personnelle, tandis que le trésor royal était drainé. Mortimer, assoiffé de plus de reconnaissance et de prestige, adopta le titre sans précédent de comte de la Marche, se positionnant au-dessus de tous les autres nobles du royaume. Un mouvement audacieux et arrogant qui irrita profondément l'ancienne aristocratie anglaise, qui voyait son pouvoir et sa lignée bafoués par un homme qu'il considérait comme un nouveau venu. Les mêmes barons qui avaient soutenu Isabelle contre Édouard se retrouvaient maintenant gouvernés par un régime qu'ils considéraient encore plus tyrannique, corrompu et insupportable que celui d'Édouard et d'Espencer. Pendant 3 ans, le couple maintint un contrôle de fer sur le jeune roi et sur le pays. Isabelle avait finalement atteint le pouvoir absolu qui lui avait été refusé pendant tout son mariage, se transformant de victime en oppresseur. Une figure d'autorité incontestable, crainte de tous. Cependant, elle commit la même erreur fatale que son mari et que de nombreux gouvernants dans l'histoire ont commise. Elle sous-estima la prochaine génération. Édouard III, maintenant un adolescent perspicace, intelligent et ambitieux, observait avec un mécontentement et un ressentiment croissant le comportement éhonté de sa mère et de Mortimer, qui agissaient comme s'ils étaient les véritables rois, usurpant sa propre autorité. Le jeune roi n'avait pas oublié que, quels que soient les péchés de son père, Édouard II avait été humilié, déposé et probablement assassiné sous les ordres de sa propre épouse et de son amant. Et cela était une tache indélébile sur sa lignée et sur sa propre dignité. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment aussi l'histoire et le suspense. Dans un acte d'audace et de détermination qui marquerait le début de son propre règne glorieux, le jeune Édouard III planifia et exécuta un coup d'État pour reprendre le pouvoir.
Utilisant un passage secret dans le château de Nottingham, où la cour était hébergée, le roi et ses alliés envahirent les appartements de Mortimer au milieu de l'obscurité de la nuit, lors d'un coup audacieux, décisif et presque sans effusion de sang. Il est rapporté qu'Isabelle, désespérée, implora la miséricorde pour son amant, criant les mots célèbres et désespérés rapportés par les chroniqueurs. « Beau-fils, ayez pitié du gentil Mortimer !» Ces suppliques, cependant, furent ignorées par le fils qu'elle avait tant lutté pour protéger. Mortimer fut arrêté, rapidement jugé pour usurpation de pouvoir royal et trahison, et pendu comme un traître ordinaire à Tyburn, le lieu traditionnel des exécutions à Londres. Sa fin fut aussi ignominieuse que celle de Despenser. Étonnamment, Édouard III, faisant preuve d'une sagesse politique et d'une froideur calculatrice remarquable pour son âge, épargna à sa mère le même destin terrible. Isabelle ne fut pas jugée publiquement, ni publiquement humiliée, ce qui aurait été un scandale encore plus grand et une tâche durable pour la couronne. À la place, elle fut écartée de la cour, et ses pouvoirs politiques furent complètement supprimés. Ses vastes propriétés furent confisquées, bien qu'une pension généreuse lui ait été maintenue pour sa subsistance, garantissant qu'elle vive avec dignité, mais sans influence. Le jeune roi, en pardonnant à sa mère, démontra une maturité politique qui définirait son long et fructueux règne. Il reconnut qu'exécuter sa propre mère, aussi coupable fût-elle, serait politiquement désastreux et moralement répugnant pour le peuple et pour la mémoire de la dynastie. Isabelle de France, la reine louve, comme elle serait connue par les historiens et le peuple, passa les 28 dernières années de sa vie dans une retraite quasi monastique au château de Castle Rising, dans le Norfolk. Cette période de réclusion fut entourée de mystères. Certains récits suggèrent que son esprit finit par lui faire défaut, qu'elle fut tourmentée par des visions de son mari mort et des cauchemars vifs de sa propre complicité dans les horreurs de son assassinat. Elle aurait vécu dans un état de tourment mental, harcelée par les fantômes de son passé. D'autres indiquent qu'elle trouva une paix tardive, se dédiant à des œuvres de charité et à une profonde dévotion religieuse, cherchant la rédemption. Ce qui est certain, c'est que, lorsqu'elle mourut en août 1358, à l'âge de 67 ans, Isabelle fut enterrée avec les vêtements simples d'une moniale franciscaine et, de manière macabre et symbolique, avec le cœur d'Édouard II dans un reliquaire sur sa poitrine. Un geste final de remords profond ou une réconciliation symbolique avec l'homme qu'elle avait aidé à détruire. L'histoire, ici, ne fait que murmurer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour plus d'histoires comme celle-ci. Dans le manoir où Isabelle passa son dernier exil, des rumeurs et des légendes persistent encore aujourd'hui. On dit que les serviteurs et les visiteurs occasionnels entendaient l'ancienne reine en conversations animées avec des personnes invisibles. Parfois, elle criait au milieu de la nuit en français, sa langue maternelle, appelant son père ou son fils dans un désespoir incontrôlable. D'autres fois, plus troublant encore, elle murmurait le nom d'Édouard, comme s'il était à côté de son lit, une présence spectrale que seule elle percevait. Un serviteur rapporta que, dans les derniers mois de sa vie, Isabelle exigeait que 2 chaises soient toujours placées face à face dans ses appartements. Une pour elle, une autre pour le mari qu'elle avait fait tuer près de 3 décennies plus tôt. Elle demandait pardon à l'air vide, écrivit l'homme dans un récit conservé plus tard par des moines. Et parfois, elle semblait entendre des réponses qu'aucun de nous ne pouvait entendre. La cour anglaise clairsemée, qui visitait encore l'ex-reine dans sa retraite, remarquait comme parfois elle interrompait les conversations pour fixer un coin du salon, comme si elle voyait un spectre que seule elle pouvait percevoir, une apparition personnelle. Dans ces derniers jours, Isabelle demanda à être enterrée non pas avec les bijoux et les atours qui avaient marqué sa vie de reine, mais avec un simple habit de moniale franciscaine. Cette pétition n'était pas rare pour les nobles repentis de l'époque, mais pour une femme qui avait vécu si passionnément, qui s'était si profondément immergée dans les intrigues de la cour et dans le sang de la vengeance. Cela semblait une reconnaissance finale des conséquences brutales de ses choix. Un poème anonyme, écrit peu après sa mort,
a capturé la profonde ambivalence qu'Isabelle laissa en héritage. La jeune fille qui pleura d'être donnée, la femme qui saigna pour se venger, la reine qui régna par l'épée, la pénitente qui pria jusqu'à la fin. L'histoire d'Isabelle de France est, sans aucun doute, l'une des plus turbulentes et dramatiques de toute l'histoire médiévale. Fiancée enfant, forcée à un mariage qu'elle n'a jamais désiré, reine négligée et humiliée, mère déterminée à protéger les droits de son fils, amante passionnée en quête de vengeance, régente tyrannique et finalement pénitente recluse, elle a incarné une succession de rôles aussi dramatiques que contradictoires. Son parcours de l'innocence à la ruine morale reflète les réalités brutales du pouvoir médiéval et les coups dévastateurs de l'ambition incontrôlée. Plus profondément, son cas expose la terrible vulnérabilité des femmes, même dans les positions les plus élevées de la société médiévale. Isabelle est arrivée en Angleterre comme une marchandise politique, une enfant sacrifiée sur l'autel des alliances diplomatiques. Que cet enfant se soit finalement transformée en prédatrice ne diminue pas la tragédie fondamentale de sa vie. Les chroniqueurs contemporains, surtout après la chute d'Isabelle, furent prompts à la diaboliser. Thomas Walsingham écrivit « C'était une femme d'une extrême beauté, mais d'une moralité douteuse, une reine au cœur cruel et à l'esprit tordu. » Ce jugement, cependant, reflète davantage le malaise médiéval face à l'autonomie féminine qu'une évaluation équilibrée des circonstances extraordinaires qui ont façonné sa vie. Le même système brutal qui a transformé une princesse innocente en épouse enfant d'un roi négligent a également créé la reine loup, qui est revenue pour le détruire. Isabelle n'est pas née monstre, elle a été façonnée par les cruautés de son temps et par les injustices qu'elle a subies. Et peut-être, à la fin, c'est la leçon la plus troublante de sa vie. Les monstres que nous craignons le plus sont souvent créés par nos propres mains et par les circonstances que nous laissons se développer. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Isabelle de France? Fut-elle une victime des circonstances ou une femme qui a choisi sa propre voie de vengeance sans regarder en arrière? Laissez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous qu'Isabelle a réellement regretté ses actes dans ses dernières années de vie? Ou était-ce juste une dernière stratégie d'un esprit brillant et calculateur, même dans son déclin? Partagez vos réflexions et débattons.